Ligne droite. Le grand réveil. Bonjour Charles Prats. Bonjour Maud. Vous êtes venu avec votre casque pour cette interview? Eh bien oui, on sait jamais. Vous avez raison, c'est bien pour se défendre. Charles Prats, vous êtes délégué national de l'UDR, ex-magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude fiscale, sociale et de la douane au ministère des Finances. On va parler drogue ce matin, après l'arrestation du député insoumis Andy Carbra, tandis qu'il achetait des stupéfiants dans le métro à Paris. Vous avez suggéré de confier à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique de tester médicalement les députés, ministres, élus pour savoir s'ils consomment de la drogue. C'est sérieux comme proposition, Charles Prats? C'est très très sérieux. Alors, si vous voulez, ça part d'un constat qui est effectivement le flagrant délit qui a été constaté sur ce député-là, Andy Carbra, je crois. Carbra, ouais. Voilà. Député insoumis. Il faut croire que les stupes, c'est quelque chose qui est assez répandu chez les insoumis. Je crois qu'ils ont aussi un de leurs célèbres députés qui avait expliqué qu'il était dealer quand il était étudiant, voilà. Mais ça part aussi d'une connaissance quand même du milieu politique. Hein. Enfin, tous les gens qui grenouillent un petit peu en politique depuis très longtemps savent qu'il y a un vrai problème de stupéfiants au Parlement. Mais pas qu'au Parlement, dans les cabinets ministériels, dans les hautes sphères de l'État, etc. Oui. Et ça pose un vrai sujet. Je crois qu'à un moment donné, il faut un petit peu mettre les pieds dans le plat et dire les choses. Et tout comme vous avez eu ce mouvement de transparence financière, il y a déjà un certain temps où, vous savez que les parlementaires, les ministres, le président de la République, etc., même d'ailleurs les membres de cabinet ministériel doivent faire des déclarations de patrimoine. Alors certaines sont rendues publiques, d'autres non. Ça dépend si c'est des politiques publics ou si c'est des hauts fonctionnaires, mais bon, en tout cas, vous devez faire des déclarations de patrimoine. Moi-même, d'ailleurs, en tant que magistrat, j'ai dû le faire. Ah, d'accord. Bien sûr. Donc déclaration d'intérêt, etc. Enfin d'intérêt, pas de patrimoine, en l'espèce. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est assez logique, qui peut être considéré comme normal en termes de transparence et pour lutter contre les infractions financières, la corruption, etc. Et je ne vois pas pourquoi sur de ce type de fonctions, qui sont quand même des fonctions de décision au niveau de l'État, et de décision politique, pourquoi est-ce que on ne vérifierait pas qu'il n'y a pas de problème de commission d'infraction, puisque je rappelle que la consommation de stupéfiants, c'est d'abord une infraction, d'abord un délit. En plus, on voit bien qu'on rentre quand même dans un processus de gangrène de l'ensemble de la société par ces trafics de stupes. Donc je ne vois pas pourquoi on ne vérifierait pas la cohérence des décideurs publics par rapport à la législation antidrogue. Mais ça interviendrait à quel moment ce test antidrogue? Moi, dans mon idée, ça interviendrait à la prise de fonction, tout comme vous avez cette déclaration de patrimoine à la prise de fonction. Et à la fin de fonction, pour le patrimoine, puis normalement, ils doivent faire des déclarations quand il y a des modifications substantielles, etc. D'accord. Ouais. Et ça devrait intervenir aussi de manière inopinée. C'est-à-dire que, en fait, test cheveux, test sanguin, salivaire, etc. Pourquoi le test capillaire, les cheveux? Parce que vous savez que vous gardez des traces de stupéfiants pendant très longtemps dans les cheveux. Oui. Et donc, d'être en capacité de déterminer si un ministre, si président de la République, par exemple. Donc, j'allais vous demander, le président de la République, idem? Oui, bien sûr, vous mettez tout le monde. Le président de la République fait une déclaration de patrimoine qui est rendue publique. Voilà. Donc, en gros, les personnes soumises aux déclarations de patrimoine devraient aussi être soumises aux tests stupéfiants. Et qu'est-ce qui se passerait si on trouve de la drogue? Alors, c'est pas une question de secret médical. On n'est pas dans le secret médical, on est dans la détection d'un risque ou d'une infraction. C'est pas du tout la même chose. Vous savez, un pilote d'avion, c'est l'exemple que j'avais donné, évidemment, il est testé. Oui, mais il a charge d'âme, le pilote d'avion. Parce que les décideurs politiques, ils n'ont pas charge d'âme. Si, d'une certaine manière, mais on n'est pas dans un avion qui risque de s'écraser, quoi, je veux dire. Alors, vous n'êtes pas dans un avion qui risque de s'écraser, mais vous être dans des décisions politiques qui sont prises, qui sont importantes. Vous êtes aussi en situation potentiellement de vulnérabilité. C'est-à-dire que si vous êtes un ministre toxicomane, et que ça se sait, parce que ce genre de choses se sait, en tout cas dans les sphères autorisées, entre guillemets, et notamment les services de renseignement d'une puissance étrangère. Imaginez que Vladimir Poutine soit au courant que tel ministre ou tel homme politique ou tel décideur soit un toxicomane. Que croyez-vous qu'il adviendra avec les services de renseignement russes? Oui, bien sûr.
Bon, Mais on pourrait voilà. faire la même chose pour l'alcool ou c'est uniquement pour ce qui n'est pas légal ? Ben, vous pouvez, vous savez, si un député est complètement beurré comme un petit lu en sortant de la buvette et qui rentre dans l'hémicycle en étant un petit peu fait, à mon avis, ça va vite se C'est voir. déjà arrivé. Et puis, oui, mais les huissiers vont gentiment le Oui, faire oui. sortir, etc. Ça va se voir. Mm. En revanche, s'il est complètement fait parce qu'il s'est mis 3 grammes de neige dans le pif, C'est joliment dit. 2-3 heures avant, pardon, Ouais. est-ce que ça va se voir ou pas? On ne sait pas. Mais, et puis derrière, c'est une question de commission ou pas de délit. Donc, je ne vois pas pourquoi. Vous sortez avec votre moto, là vous repartez et vous allez être contrôlé. On va vérifier si Oui. vous avez des stupes, Oui, bien si sûr. vous êtes sous stup ou pas. Voilà. Bah écoutez. Et ça va être proposé, ça, par l'UDR ou pas ? Vous en avez discuté Alors, non, j'en ai pas spécifiquement discuté. Le problème, pardon. Le problème, c'est d'avoir un véhicule législatif. Ouais. C'est-à-dire que vous connaissez la situation politique aujourd'hui telle qu'elle est la configuration de l'Assemblée nationale. Donc en gros, je pense que, mis à part les textes budgétaires, on va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent au Parlement qui pourra passer. Donc ça va être très compliqué de trouver un véhicule législatif sur lequel coller un amendement de ce type-là. À voir. Non, puis vous l'avez dit quand même tout à l'heure, c'est une notoriété publique. Dans le milieu politique, beaucoup d'élus consomment de la drogue, plus ou moins. Ça va être compliqué de faire passer un loi comme ça. Si tout le monde est concerné. Regardez les réactions dans le monde politique par rapport à cette proposition. Oui. Alors vous avez ceux qui timidement disent ah oui on est pour enfin pour passer un test, mais de là à avoir un truc est-ce que ce soit public, vraiment machin, etc. Et puis vous avez tous ceux qui commencent à venir vous dire mais secret médical, bah voyons. Ça, j'ai fait un débat là-dessus chez vos confrères de Sud Radio l'autre jour. C'était assez amusant de voir les prises de position des gens qui étaient sur le plateau, quoi, à Il y a des l'antenne. gens qui sont contre. Ah bah oui, sont vous comprenez, complètement, c'est pas les pauvres, non mais c'est médical, bah voyons. Oui. Bah alors justement, on peut revenir au cas par exemple du député LFI Andy Carbra qui a été donc arrêté, pris la main dans le sac. Est-ce qu'il devrait, pour vous, démissionner ? Est-ce qu'on devrait le prendre pour exemple ? Est-ce que les élus doivent justement être, comment dire ? C'est pas fusil pour l'exemple, mais vous voyez, dans l'idée, on peut pas dire ça à l'antenne. Non, mais qu'est-ce qu'on fait d'un député qui enfreint les règles de cette manière ? Ça fait quand même quelques années qu'on en a plein des députés qui enfreignent plein de règles et puis ça passe crème, quoi. Oui, mais là c'est entre vraiment ceux qui mettent des coups de casque, ceux flagrant qui délit. mordent des taxis. Oui, c'est vrai. Oui, c'est toujours les mêmes, par ailleurs. Pas fou. Ouais, enfin ça vient souvent du même. Ouais, ça vient souvent de la gauche. Ouais. Mais voilà, bon, pour l'instant, il n'y a pas de règle. En plus, bon, comme il a été convoqué pour une ordonnance pénale, à mon avis, il n'y a encore pas d'inéligibilité, donc il n'a aucune raison juridique de démissionner. Après, c'est à lui de voir. L'idée de ce test dont vous parliez tout à l'heure sur justement la drogue, c'est de mener à une inéligibilité, justement ? Non. L'idée, c'est de toute manière, c'est une commission d'infraction. Donc, c'est-à-dire que si le test, si le haut fonctionnaire ou le politique est pris dans un contrôle avec des traces de stupéfiants, et ben là, on peut le poursuivre pour usage de stupéfiants, c'est une infraction pénale, d'une part, et d'autre part, il doit assumer après vis-à-vis du public et des citoyens cette position. Tout comme un parlementaire ou un politique ou un ministre qui aurait une augmentation de patrimoine inexpliquée, ça déclencherait une enquête et puis après les gens verraient la justice verrait oui ou non est-ce que c'est justifié ou pas. Ça n'entraînerait pas une démission ipso facto. Mais ça permet d'avoir un œil de transparence sur le comportement des décideurs publics. Si vous voulez, c'est la même chose. Je ne vois pas pourquoi on regarderait si tel ministre a une maison, un appartement, une voiture, un vélo, un chat, un poisson rouge, et qu'on regarderait pas si par hasard il passe pas le nez dans la neige tous les soirs, quoi. Voilà. Ouais. Charles Prats, on va parler d'actualité un petit peu. Je rappelle que vous êtes délégué national de l'UDR, le nouveau mouvement d'Éric Ciotti. L'examen du projet du budget 2025 se poursuit à l'Assemblée nationale. Au total, plus de 3500 modifications de texte ont été avancées par les parlementaires, 40 côté gouvernement. Et tous les partis y trouvent leur bonheur, en quelque sorte, depuis quelques jours. La semaine dernière, les députés ont par exemple voté un retour à la version initiale de l'exit tax votée à l'époque sous Sarkozy. C'était une volonté du RN. Pareil pour les pensions alimentaires défiscalisées voulues par le nouveau Front
Front Populaire. Est-ce qu'on peut finalement aller jusqu'au vote quasi unanime de ce projet de loi ? Ah bah il va y avoir un vote quasi unanime contre, oui. Enfin, en tout cas, c'est impossible. Ben, c'est ce qui a été avancé, évidemment. Alors, vous avez les parlementaires, c'est le jeu parlementaire, c'est-à-dire chaque groupe essaie de faire passer ses amendements, mais in fine, ça vote contre. Vous voyez ce qui s'est passé en commission des finances. Vous avez plein d'amendements qui ont été adoptés par les uns, les autres, etc., qui étaient contents. Ah, on l'a fait adopter, puis à la fin, ils ont tous voté contre, quoi. Donc, in fine, qu'est-ce qui va se passer ? Alors je m'avance peut-être, mais je pense que effectivement le Premier ministre va laisser le débat se dérouler à l'Assemblée, s'enliser. Le texte va partir au Sénat. La majorité sénatoriale va le remettre de cara, un peu comme le souhaite le gouvernement. Ça va se dealer avec le Sénat. Ça va faire comme la loi immigration. Et derrière, commission mixte paritaire, dans laquelle, dans la CMP, le gouvernement a la majorité. Ce qui n'est pas le cas à l'Assemblée nationale. Donc à la CMP, calage d'un texte qui corresponde à peu près à un budget tel que le souhaite le Premier ministre, avec certainement quand même des apports d'amendements pour essayer d'acheter en tout cas une certaine neutralité chez les uns, chez les autres. Et puis une fois que le texte sortira d'une CMP conclusive, ce qu'on appelle une CMP conclusive, là il devra être voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et donc c'est à ce moment-là, à mon avis, que le 49.3 sera tiré. Sur le texte de la CMP. Et c'est là qu'on verra ce qui se passera. Et si effectivement vous avez eu suffisamment de choses raisonnables qui ont été prises en compte dans le budget, à ce moment-là, il n'est pas impossible que les groupes RN, UDR, etc. Ne votent pas une motion de censure si on peut considérer qu'il y a des avancées dans le budget. En revanche, ce qui a été annoncé, je balance pas de scoop, ce qui est très clair, c'est que s'il y a des lignes rouges qui sont franchies dans ce budget, il y a fort à parier qu'il y aura un vote d'une motion de censure, puisque de toute manière, il faudra tirer un 49.3 pour Michel Barnier, il ne pourra pas faire autrement. Ce serait quoi la ligne rouge, par exemple, pour l'UDR, par exemple ? Écoutez, nous, vous savez qu'on a une position qui est très anti-hausse des impôts. Donc, ce qui est très clair, c'est que un budget de matraquage fiscal, nous, ça passerait pas, quoi. Ouais, justement, vous avez publié une tribune dans Valeurs Actuelles, vous proposez des idées pour échapper au matraquage fiscal. Il y a quoi, par exemple ? Ah bah écoutez, moi je fais une proposition qui est très claire, alors elle n'a pas été reprise encore, mais on ne sait jamais, il y a toujours temps, c'est de passer vous savez, la taxe sur les titres de séjour, qui existe aujourd'hui, c'est 225 € par titre de séjour, donc soit tous les ans, soit tous les X années, quand c'est des titres pluriannuels, etc. Puis alors, il y a des cas d'exemption, mais bon voilà, globalement 225 € par titre de séjour, c'est de passer cette taxe à 1500 € et de la rendre annuelle. Même pour les titres pluriannuels, même pour une carte de résident de 10 ans, c'est 1500 € par an. Voilà. Ça rapporte combien ? Ça rapporte 5 milliards. Puisque vous avez environ 3,5 millions d'étrangers non européens donc, qui sont soumis à titre de séjour en situation régulière dans le pays. Vous augmentez comme ça le coût, la taxe annuelle, ça vous rapporte à peu près 5 milliards par an. Et s'ils ne veulent pas payer, ils sont bons. Et en tout cas, ils ne profiteront plus, puisqu'ils ne seront plus en situation régulière des allocations, des services sociaux, etc. Et donc, ils ne pourront plus profiter des dépenses publiques françaises. Donc ça, par exemple, vous voyez, ça coûte 5 milliards. Enfin, ça rapporte, 5 milliards. J'avais proposé une autre petite idée qui était en même temps un moyen de lutter contre l'immigration irrégulière et pour faciliter les expulsions. Vous savez, avec l'histoire des laissez-passer consulaires où les États étrangers refusent de délivrer les laissez-passer consulaires, c'était en cas de refus sur une période de 3 mois de délivrance des laissez-passer consulaires, par exemple à hauteur de 90%, instaurer une taxe sur les mouvements financiers à destination de ces pays de 33%. Prenez par exemple l'Algérie. C'est assez simple parce qu'en plus, comme on verse 1 milliard d'euros de retraite en Algérie à des retraités qui vivent là-bas, si vous leur coupez un tiers des retraites, puisque c'est un mouvement financier vers là-bas, je vous garantis que ça va bouger, que les laissez-passer consulaires, vous les aurez vite. Ça, par exemple, d'un seul coup, ça rapporterait 300 millions d'euros, rien que sur l'Algérie. Ça, c'est des choses auxquelles on n'ose évidemment pas toucher, quoi. On n'ose pas y toucher, il suffit de modifier la loi pour le faire. Oui. Non, mais concrètement, c'est facile à faire. Enfin, c'est faisable en tout cas, mais techniquement, idéologiquement, c'est compliqué. Tout à fait faisable. Après, ou politiquement, diplomatiquement. Cette proposition de la hausse que j'ai faite, de la hausse de la taxe sur les titres de séjour et de la taxation des transactions à destination des pays qui ne livrent pas les laissez-passer consulaires, en tout cas, ça a beaucoup fait parler en Algérie.
Ah, Ouais, j'ai vu, hein, j'ai regardé un peu le suivi sur Internet, Oui. et il y a eu 5-6 articles dans la presse web D'accord. algérienne là-dessus. d'accord. Eux, en tout cas, ils ont compris le message, ils ont vite vu le truc, et ils ont tout de suite identifié le risque, entre guillemets. D'accord. Voilà. C'est D'ailleurs, intéressant. ça n'a pas été repris dans la presse d'autres pays Ouais. étrangers, bizarrement, parce qu'il n'y a pas que l'Algérie qui est concernée là-dedans, par les types de séjour, etc. Mais en tout cas, ça a été très vite identifié dans la presse algérienne. Et j'ai eu pas mal de reprises dans la presse algérienne de cette histoire-là. Comme on a dit, il ne faut pas trop que je mette les pieds à Alger dans les mois qui viennent. Voilà, à suivre. Il nous reste déjà 2 minutes, Charles Prats. Est-ce qu'on peut raisonnablement encore faire quelque chose pour la France ? Elle connaît une dette absolument historique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut inverser réellement la courbe ? On peut toujours faire quelque chose. Le problème, c'est de dégager suffisamment de trésorerie pour pouvoir rembourser les emprunts qui arrivent à échéance. En gros, ça veut dire qu'il faut qu'on ne soit plus en déficit primaire et qu'on dégage des excédents de trésorerie pour rembourser les emprunts qui arrivent à maturité. Voilà. Donc ça demande beaucoup d'efforts. C'est beaucoup plus d'efforts que ce qu'on est en train de faire. Ça ne veut pas dire se réduire à 5% ou 3% de déficit, ça veut dire ne plus être en déficit et dégager un solde excédentaire qui permette de rembourser le plus vite possible les emprunts qui arrivent à maturité. Et donc ça signifie quoi ? Ça signifie couper dans les dépenses, peut-être augmenter les recettes, effectivement. Après, il y a d'autres techniques pour augmenter les recettes qui sont à la fois plus justes et plus efficaces, qui sont l'exact inverse de ce qui est fait aujourd'hui. En gros, si vous voulez un impôt juste et surtout efficace, il faut un impôt à large assiette et faible taux. Donc ça milite pour une flat tax ou pour la TVA. Mais je ferme la parenthèse, mais c'est une réalité technique, tout bêtement financière. Et après, il faut donc couper dans les dépenses. Et aujourd'hui, le gros des dépenses, ce sont les dépenses de protection sociale. On est à 1/3 du PIB en dépenses de protection sociale. Donc à un moment donné, il va falloir se poser la question d'arrêter avec ces dépenses de protection sociale à tire-larigot, parce qu'on voit bien que la dérive financière de la France est totalement corrélée avec l'augmentation exponentielle des dépenses de protection sociale. Charles Prats, rapidement, on parle aujourd'hui de scandale d'État. Est-ce qu'il faut responsabiliser pénalement les dirigeants qui ont plongé la France dans ce gouffre financier ? Alors, l'infraction, elle existe déjà. On appelle ça le détournement de fonds publics par négligence. Oui. Si on regarde la responsabilité pénale des décideurs politiques, ça relèvera de la Cour de justice de la République, le cas échéant. Mais ça, on verra ce que donnent les commissions d'enquête parlementaires là-dessus. Initié par Éric Coquerel. Alors, qui était initié par Éric Ciotti à la base. Et puis, à la base, c'était Éric Ciotti ? Bien sûr, c'est une demande du groupe UDR qui voulait utiliser son droit de tirage pour avoir une commission d'enquête sur la dérive budgétaire. Et Coquerel a couru derrière en disant on va transformer la commission des finances en commission d'enquête, etc., pour ne pas laisser la main en réalité complètement à Éric Ciotti, qui du coup est co-rapporteur de cette commission. Bon. Mais il n'empêche qu'à la base, c'est une demande du groupe UDR. Bravo. Merci beaucoup Charles Prats de nous avoir accordé cet entretien, et à bientôt. On vous en recevra un peu plus longuement la prochaine fois et un peu plus tard. Merci. Parce que Merci, même si je vais en moto, c'est tout. À bientôt.